Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres aspects? Oui, on peut lier la blockchain à l'IA, on va en parler. C'est quelque chose de futuriste. C'est le futur. D'accord, il y a plusieurs personnes qui disent que c'est la révolution, c'est comme l'arrivée d'Internet dans les années 80, la blockchain va aussi révolutionner la manière avec laquelle on communique dans une société. Donc ça veut dire les services qui sont aussi proposés par les sociétés qui vont aussi être... voilà. On parle vraiment d'une nouvelle ère en informatique, voilà. Quoi d'autre? C'est l'algorithme qui contrôle Bitcoin. Pardon? C'est l'algorithme qui contrôle Bitcoin. Alors, Quelque chose comme la ça. première blockchain, c'était la blockchain Bitcoin. Alors, pour vulgariser le concept, parce qu'il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit, et après commencer à s'intéresser voilà, techniquement ou d'un point de vue finance, voilà, voir ce qui nous intéresse réellement dans l'écosystème blockchain. Donc, en gros, la blockchain est arrivée en 2009 avec certaines personnes qui s'est donné comme nom Satoshi, donc on ne sait pas si c'est une personne, si c'est un groupe, si c'est le gouvernement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a publié un code open source sur Internet et aussi un papier scientifique, un white paper, qui explique le concept de la blockchain. Et au final, c'est pas une invention, c'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est vraiment l'association de technologies qui existaient. Mais c'est l'association qui fait que voilà, c'est une révolution par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. L'association, c'est on a associé la crypto, le fait d'avoir un réseau pair à pair, la décentralisation, et le fait que les données ne peuvent pas être modifiables. Les données, elles sont immuables. En gros, la blockchain qui est arrivée avec la blockchain Bitcoin, c'était la blockchain 1.0, ce type de protocole, à la base c'est un protocole, il va permettre l'échange entre individus de la crypto-monnaie, d'une valeur, un code, c'est un code, c'est comme un hash, un code entre nous, et ce code il a de la valeur, c'est un code unique. Donc on parle de la crypto-monnaie et quand on parle de la blockchain Bitcoin, on va échanger des bitcoins et l'échange entre différentes personnes, donc l'échange va être validé sans passer par une autorité centrale. Parce que jusque-là, pour tous nos échanges, on passait à chaque fois par une autorité centrale. Alors pour envoyer de l'argent, c'est finalement la banque centrale. Pour envoyer un courrier, c'est la poste. Il y a toujours une autorité centrale. Donc, quand la blockchain est arrivée, c'est pour dire on attaque vraiment une nouvelle ère. On va s'en passer des autorités centrales et on va faire des échanges de valeurs entre nous. La première valeur, c'était le Bitcoin. Après, la blockchain 2.0 est arrivée, on parle d'Ethereum. Ethereum est arrivé en 2012. C'est finalement une nouvelle crypto-monnaie, mais pas que. Ethereum est beaucoup plus... il offre d'autres fonctionnalités que juste de faire des transferts de transactions financières. Il permet de déployer d'une manière autonome et décentralisée un code source, un algorithme qu'on appelle smart contract. Donc auparavant, tout code source il est déployé dans un serveur. Un serveur il est hosté dans une entreprise. Donc c'est l'entreprise qui possède finalement ce logiciel. Donc grâce à la blockchain Ethereum, le code source il est la propriété de personne. Voilà, il fait sa vie dans la blockchain, dans le réseau, et il est déclenché d'une manière automatique, et donc il permet de faire d'autres types de transactions. Par exemple, on peut imaginer que Airbnb demain va s'appuyer sur la blockchain et du coup automatiquement, moi qui souhaite louer votre logement, je vais pouvoir vous envoyer un contrat, ma pièce d'identité, je dis n'importe quoi, alors on va s'échanger un document. Donc maintenant la transaction elle est beaucoup plus riche, je vous envoie plus de la crypto-monnaie, je vous envoie un objet, je vous envoie un document. Après les blockchains ont commencé à évoluer. En 2015, on parle de la blockchain 3.0 qui est la blockchain Hyperledger Fabric. La blockchain Hyperledger Fabric, c'est IBM et Linux Foundation, donc c'est des gros comptes finalement qui ont mis de l'investissement pour créer un nouveau protocole. Et grâce à Hyperledger Fabric, on va aller plus loin. Ça veut dire qu'au lieu juste d'utiliser Ethereum pour envoyer un document, avec Hyperledger Fabric, on va envoyer des objets. Mon objet, ça peut être toutes les caractéristiques de ma voiture. C'est vraiment un objet complexe qui va transiter dans le réseau.
D'accord? Donc c'est finalement une révolution dans le sens où maintenant nos échanges peuvent se faire sans passer par une autorité centrale qui valide les identités, qui valide si j'ai de l'argent pour que je puisse t'envoyer de la crypto, ainsi de suite. Mais comment ça fonctionne alors? Donc en fait, toute la puissance, elle est au niveau du protocole. Le protocole qui est instancié, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum, Ledger, voilà, il y a deux types de blockchain, permet d'établir une certaine confiance sans qu'on se connaît. Donc moi, je ne te fais pas confiance, toi, tu ne me fais pas confiance, mais c'est le protocole qui va vérifier que il n'y a pas de double spending. Ça veut dire que si je t'envoie 5 bitcoins, c'est que j'ai vraiment 5 bitcoins. Donc voilà, c'est le protocole qui vérifie que voilà, les échanges, elles sont valides, elles sont correctes. Donc ça, c'était le premier aspect décentralisé. Donc on peut tous communiquer ensemble. Imaginez-le comme un graphe. On n'est pas obligé de passer par un guichet d'entrée pour valider nos échanges. C'est-à-dire plus tard, si je veux louer une perceuse chez moi, je ne vais pas passer par la poste pour vous envoyer le colis. Voilà, tous les échanges se font entre nous. Il y a le deuxième aspect qui est très important, qui aujourd'hui n'existe pas dans le système actuel, c'est l'aspect immuabilité des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les données, une fois tracées dans la blockchain, une transaction, une fois elle est tracée dans la blockchain, elle ne peut pas être modifiable. Les données ne sont pas altérées. Et ça, c'est très important. Contrairement à une base de données classique, un administrateur d'une base de données, il a tout le pouvoir finalement. Il a tous les grant all. Donc il peut faire un insert, un update, un delete des données et il peut même supprimer ses traces dans les logs. On ne voit plus rien. Donc ça, ce n'est pas possible dans la blockchain. Dans la blockchain, on peut avoir un nœud qui joue le rôle d'un administrateur, c'est-à-dire qu'il va donner des nouveaux adresses publiques à des peers pour qu'ils puissent se connecter, parce qu'il vous faut une adresse publique pour faire des transactions, des échanges entre les gens. C'est comme si votre adresse postale finalement. Donc il peut vous attribuer, vous créer des adresses publiques, mais il n'a aucun droit. Il ne peut pas vous supprimer, il ne peut pas modifier la blockchain. Alors la blockchain en français c'est chaîne de blocs, c'est un chaînage de blocs. Et chaque bloc, on a la liste de toutes les transactions qui sont faites par tout le monde. Donc elle est pseudo-anonyme, ça veut dire qu'on voit que des adresses publiques des gens, on ne sait pas qui est derrière ça, donc ça garantit l'anonymat. C'est sécurisé parce qu'on utilise les technologies de la crypto pour crypter, donc on voit que des codes, que des hashes qui transitent, on ne sait pas il y a quoi derrière. D'accord? Et personne ne peut hacker la blockchain. Pourquoi? Parce que la blockchain, comme c'est une chaîne de blocs, ça va continuer à évoluer dans le temps. Et s'il y a une machine qui est très puissante pour hacker un bloc, ça veut dire modifier les transactions, il doit hacker tout l'historique de la bloc, tout le chaînage. Pourquoi? Parce que dans un bloc courant, donc la page d'aujourd'hui, on va écrire toutes les transactions de 28 novembre, dans la première ligne, il y a le hash du bloc précédent, du fils. Donc le bloc précédent, il est haché sous forme d'un code et le code est écrit sur le nouveau bloc. Donc si on veut modifier ce bloc, il faut modifier le premier hash et donc modifier le parent, donc il faut modifier l'ancêtre et ainsi de suite. Il faut remonter jusqu'au premier bloc qui était créé. Et aujourd'hui, c'est quasi impossible. Aujourd'hui, on ne peut pas hacker la blockchain. D'accord? Alors pour finir, aujourd'hui, il y a plusieurs types de blockchain. Il y a la blockchain publique, donc le Bitcoin, l'Ethereum public, tout le monde peut se connecter. Et vous tapez Ethereum scan, tout le monde peut scanner et voir toutes les transactions, sans comprendre quel type de transaction derrière et qui est derrière ça. Donc aujourd'hui, les industriels ne s'intéressent pas à la blockchain publique parce que tout le monde peut se connecter. Et parce que voilà, c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Du coup, on parle d'autres types de blockchain, on parle de blockchain privée. Blockchain privée, c'est finalement un réseau décentralisé qui est interne dans une entreprise. Donc on peut créer une blockchain privée dans une école ou dans une entreprise où les gens vont collaborer ensemble en échangeant une valeur. Le deuxième type de blockchain qui est le plus utilisé, c'est la blockchain consortium. La blockchain consortium, on va mettre dans un même réseau pair à pair des industriels, plusieurs industriels. Donc on peut créer une blockchain consortium entre les banques, la banque postale, une assurance, voilà, et créer une blockchain consortium pour offrir un service aux gens où voilà, les différentes entités interagissent ensemble. Donc la différence entre blockchain consortium et blockchain public, la blockchain consortium, si vous n'avez pas un identifiant qui est reconnu dans la blockchain consortium, vous n'allez jamais accéder à la blockchain.
contrairement à la blockchain publique, n'importe quelle personne peut aller sur Bitcoin ou Ethereum pour voir la liste des dernières transactions qui étaient validées ce matin. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, comment on valide. Là, je vous laisse votre curieux. Si vous êtes vraiment curieux, c'est d'aller regarder. Vous pouvez trouver sur YouTube, vous tapez vulgarisation de la blockchain, vous allez trouver plein de vidéos qui simplifient un peu le concept. Après, pour les plus intéressés par la crypto ou comment fonctionne un réseau pair à pair, quel type de protocole on met réellement en place, c'est le protocole RPC. Si vous pouvez regarder des papiers scientifiques ou des white papers qui expliquent comment vraiment mettre en place ce protocole. Et pour vous dire en conclusion, il n'y a pas ce n'est pas une invention. On ne découvre pas quelque chose de nouveau, mais c'est une révolution. Ça veut dire qu'on a mis en place des technologies existantes pour proposer quelque chose de nouveau. Et ce truc de nouveau, c'est cette technologie qui va révolutionner le business. Parce qu'aujourd'hui, on est en train vraiment de s'en passer petit à petit des tiers finalement, voilà, des tiers de confiance, des entités centrales. Est-ce que vous avez des questions? Oui. En quoi, du coup, la blockchain, ça peut aider à mieux faire du business en général? Donc aujourd'hui, on a identifié quelques cas d'usage où on voit la pertinence d'utiliser ce type d'échange. Par exemple, dans tout ce qui est supply chain. Donc quand on parle du domaine supply chain, par exemple, on prend la logistique des colis. Aujourd'hui, dans la logistique des colis, on est dans une échelle mondiale. Il y a plusieurs types d'entreprises qui interagissent dans ce système. Il y a les fournisseurs, les clients, la société qui vend le produit, par exemple la vente privée, le transporteur, moi qui veux acheter un article sur vente privée, donc il y a plusieurs profils. Aujourd'hui, dans la logistique des colis, ça coûte très cher. Il y a pas mal encore de paperasse papier, d'actions manuelles. Pour ça, aujourd'hui, on parle aussi de la transformation digitale. Donc, comment transformer le métier, une partie manuelle d'un processus en un processus automatique. Il y a aussi l'aspect coût, ça coûte cher. Si le colis est perdu, on ne sait pas le colis il est arrivé à quel niveau. Des fois, c'est un médicament ou un produit très sensible où on veut avoir en temps réel la température, la qualité d'air dans le colis. Voilà. Donc le fait d'avoir accès en temps réel à l'information, réduire les coûts, avoir une vue globale, tous les tiers peuvent voir une même vue globale. Là, on voit la pertinence d'utiliser la blockchain pour la traçabilité des colis, parce qu'en temps réel, si mon colis, j'ai des capteurs sur la température, la qualité d'air, on va envoyer ces informations sur la blockchain, sur ce qu'on appelle le ledger distribué, qui est ma page d'aujourd'hui, mon ledger d'aujourd'hui. Et tout le monde, le client, le fournisseur, la société qui vend le produit, peuvent en temps réel voir toutes les transactions qui sont écrites et comme ça pouvoir voir l'acheminement de mon colis et lever l'alerte. Donc si j'ai un smart contract qui est en guillemets automatique, si la température dépasse 30 degrés et que je sais, moi, j'ai des règles métiers, dans ma règle métier, si température dépasse 30 degrés, il faut lever l'alerte, il faut dire que le colis et le produit est endommagé. Le smart contract va faire le boulot. Il déclenche cette condition, il exécute les règles qui en découlent. Peut-être dans les règles, il faut envoyer un mail au client pour s'excuser, arrêter l'acheminement du colis. Et aujourd'hui, ça coûte très cher aux directeurs de tout ce qui est logistique de colis. Regardez sur internet, il y a Carrefour qui a lancé un produit pour l'acheminement du poulet. Ils ont montré qu'on a un gain au niveau du coût et du temps, de l'argent et du temps. Aujourd'hui, c'est très important. On a un gain quand on utilise la blockchain, un consortium pour tracer la logistique des colis. Mais pas que, il y a d'autres cas d'usage, par exemple tout ce qui est copyright, les droits d'auteur. Le fait de tracer dans une blockchain, comme les informations ne peuvent pas être modifiables, la blockchain apporte un élément de preuve. Donc tel jour, telle personne a publié cette chanson où il est auteur de ce article scientifique et personne ne pourra modifier cette information. La blockchain apporte un élément de preuve qui est immuable. Il y a d'autres cas d'usage. Il y a des cas d'usage où on a vu que la blockchain ne sert absolument à rien.
Donc on a écarté ces cas d'usage et ainsi de suite. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de blockchain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun protocole qui répond aux besoins de tous les cas d'usage. C'est pour ça, tous les jours, on entend parler de nouvelles monnaies, nouveaux protocoles. Il y a des blockchains qui vont continuer à vivre et d'autres blockchains qui vont mourir. D'accord. Donc moi, je vous recommande vivement de suivre, de faire de la veille, continuer à faire de la veille. Lisez des papiers, regardez voilà, sur LinkedIn, Google, SlideShare, à la télé. Voilà, quand vous êtes au courant qu'il y a un meet-up voilà, autour de la blockchain, venez, découvrez, restez en veille, ça c'est très important. La blockchain, ça touche quel domaine? Alors aujourd'hui, on est en train vraiment d'arroser tous les domaines. On a commencé par le secteur bancaire parce que c'est le métier de la banque finalement qui était mis en question au départ avec la crypto-monnaie. C'est finalement, c'est comme si que les banques ne vont plus exister, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est en train de aussi faire révolutionner le métier des banques pour que, voilà, pour que tout le monde reste dans la course. Mais aujourd'hui, pratiquement dans tous les domaines où on voit la pertinence d'avoir un élément de preuve, d'immuabilité, d'accélération, d'automatisation de processus, on va s'intéresser à la blockchain et voir ce que ça peut apporter. Donc ça peut être dans le secteur automobile, aujourd'hui avec les voitures autonomes, les voitures génération 4, on peut utiliser la blockchain pour sécuriser les échanges entre deux voitures qui sont connectées grâce aux technologies de la crypto. Qu'il fallait pirater tous les blocs pour modifier l'information. Mais si on pirate directement le premier bloc, enfin, si on peut déjà. En fait, il faut hacker toute la chaîne. Parce que comme toute la chaîne est liée, c'est comme si des wagons dans un train. Si tu veux hacker un wagon donné d'un train, il faut arriver. Comment? Je ne peux pas le faire, mais bon. Ok, mais on peut toujours essayer. De toute façon, quand on développe un outil, on fait toujours des stress tests et des tests de hacking. On essaie de hacker nous-mêmes notre système pour savoir si le système il tient bien la route. Donc aujourd'hui, il est difficile, quasi impossible de hacker la chaîne parce que la chaîne ne fait que évoluer. Et comme elle est chaînée, je veux dire les blocs ils sont chaînés, il faut arriver à modifier toute l'histoire derrière, tout l'historique pour pouvoir finalement donner une autre version de la réalité qui est fausse. Et ça, ce n'est pas évident. Est-ce que la blockchain peut garantir qu'il n'y aura aucun trafic sur le site? Alors quand vous dites trafic, ça veut dire il y a des fraudes, pardon? De drogue, de tout. Alors aujourd'hui, là c'est malheureusement le cas des blockchains publiques parce que personne ne contrôle l'entrée. Et comme c'est des adresses publiques qui sont circulées au niveau de la blockchain, donc c'est pseudo-anonyme, on ne sait pas qui est derrière cette transaction, ben, il y a des personnes qui l'utilisent à d'autres fins. Dans tout ça, est-ce que ça, le gouvernement, ça a l'avantage ou bien c'est plutôt un désavantage pour lui? Alors aujourd'hui, j'avais assisté à une conférence de Mounir Majoubi, qui est le secrétaire du numérique, secrétaire d'État du numérique. Donc le gouvernement encourage l'innovation, les projets innovants. Donc on ne sait pas si la blockchain, si la technologie elle va persister, si elle va être mature, parce qu'aujourd'hui elle n'est pas mature, mais il faut être dans la course. Donc il faut suivre, il faut faire de la veille, il faut tester, il faut challenger. Et il n'y a que demain qui nous dira. Oui, et voilà, il faut expérimenter. Et le gouvernement a tout l'intérêt de soutenir les initiatives, que ce soit les startups ou les entreprises, voire les écoles, pour pouvoir apporter ce qu'il faut, guider, être là, cadrer. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation, elle suit aussi de près l'évolution de la technologie. Donc on n'a rien réglementé au début, parce que sinon on ne pourra rien faire. Comme on découvrait le concept, à fur et à mesure, la réglementation, elle suit. Voilà. Je vais juste finir avec une dernière question, parce que j'ai déjà un rendez-vous au stand à 10h. C'est bon? On vous remercie infiniment. De rien. Du coup, je vous donne...